Parlons donc de Lucie et de ses amis dans cette partie. Donc, comme je disais, Lucie avait été abandonnée, enfin abandonnée n'est peut-être pas le mot, mais Mina l'a confiée, l'a remise entre les mains de ses amis, de ses prétendants, pour aller chercher, récupérer Jonathan. Donc, elle l'a confié principalement au docteur Seward, qui est un ami de la famille, qui est en plus médecin, donc ça tombe bien. Et donc, c'est le premier qui va essayer de comprendre ce qui arrive à Lucie. Alors, on sait qu'elle a des crises de somnambulisme, ça c'est un fait, mais là, elle devient de plus en plus anémique, de plus en plus faible. Et on ne se l'explique pas, nuit après nuit, comme si quelqu'un lui suçait son sang, nuit après nuit. Ce qui n'est bien sûr pas possible. Le docteur Seward va être un personnage assez central dans cette histoire, pour plusieurs raisons. Il permet de développer des idées dans le livre. La première chose, déjà c'est le médecin. C'est le médecin principal qui va essayer de soigner Lucie avant d'être buté au déraisonnable. Il essaie de la secourir, si on veut, il essaie de l'aider dans les limites concrètes de la science médicale à laquelle il est initié. Mais quand il aura tout essayé que rien de tout cela ne marchera, il ne pourra pas aller plus loin. Donc il devra faire appel à Van Helsing, un médecin un peu plus farfelu, plus prompt à aller explorer des pistes en fait inenvisageables pour un médecin raisonnable tel que Seward. Donc c'est assez intéressant de voir en fait que l'ensemble des connaissances, l'ensemble des croyances auxquelles s'accroche Seward en fait s'effriter au fur et à mesure avec le cas de Lucie et donc avec la rencontre avec Dracula. Donc ça c'est la première chose. L'autre chose c'est qu'il travaille dans un asile. Il travaille dans un asile notamment avec un patient très particulier, mais qui de longues discussions vont se tenir en développant du coup des notions sur la vie, sur l'éternité, l'immortalité, la prédation, etc. Ce patient s'appelle Renfield. Alors Renfield est double dans cette histoire. Nous n'avons pas le même Renfield dans le film que dans le livre. Dans le livre, Renfield est avant tout un homme qui absorbe la vie en espérant rallonger la sienne. Il a comme ça l'illusion de phagocyter la vie, quitte à dévorer des mouches, des araignées, des chatons. Dans le film, Renfield est un homme qui a été rendu fou par Dracula. C'est le premier solliciteur, le premier clerc de notaire qui a été envoyé pour les affaires de Dracula, mais lui, contrairement à Jonathan, n'a pas pu aller jusqu'au bout de sa démarche car il a perdu la raison. Du coup, ce qu'on croit comprendre, parce que ce n'est pas clairement dit, donc c'est nous qui recoupons les éléments dans l'histoire pour nous expliquer ce qui s'est passé, Dracula a dû se rendre compte qu'il ne pouvait plus utiliser Renfield pour mener à bien son plan, une fois que Renfield est devenu fou. Donc il l'a renvoyé à demander un autre clerc de notaire. Donc ce qui a un peu sauvé la vie à Renfield, sinon il ne serait pas retourné en Angleterre. Du coup, Dracula l'a renvoyé sain et sauf. Donc ce Renfield-là est devenu une sorte de laquais fou de Dracula. Il attend son retour, et il a une obsession pour la vie, mais en réalité son obsession pour la vie, donc il va aussi absorber des mouches et autres, ce n'est qu'une pauvre mimique des capacités obscures de Dracula. Donc le problème avec cette version, avec ce Renfield du film, c'est que l'idée de l'absorption de la vie lui est insufflée par Dracula. Tandis que dans le livre, vu que c'est une conclusion à laquelle il arrive tout seul, ça émet plutôt un parallèle assez curieux, assez morbide, entre la rage de Dracula et la folie de Renfield. Tous les deux vont se résoudre dans la même solution, puiser dans la vie pour obtenir de la vie. Renfield n'est donc pas un produit de Dracula, mais une sorte de reflet de la volonté folle de vie. Alors quand je dis rage de Dracula, c'est plutôt sa volonté pure. Dans ce désir de vie, Dracula aura rejoint, on l'apprendra plus tard, dans le livre en tout cas, aura rejoint une école de satanisme. Il a fini par s'initier à des arts obscurs, et c'est peut-être ça, enfin c'est clairement ça, mais on ne saura pas, qui aura donné naissance au vampire suceur de sang. Mais ça vient de sa volonté au départ, qui a trouvé un lieu pour éclore, un lieu pour explorer plus avant ce désir, ce lieu étant une école de sorcellerie. Oui, donc Dracula dans le livre, on sous-entend à un moment donné qu'effectivement il a fréquenté une école de sorciers, alors c'est pas Harry Potter non plus, mais c'est un peu ça l'idée. Une école d'alchimistes qui sont adonnés à des expériences interdites et qui ont pu, en tout cas Dracula a pu lui résoudre le mystère de l'immortalité. Ce même désir, des siècles plus tard, naissant chez un Renfield, ce dernier ne pourra pas avoir les mêmes opportunités que Dracula, il ne pourra pas trouver l'école de sorcellerie. Ce désir chez lui, dans cette société moderne, va se résoudre, ou en tout cas va se retrouver confiné dans un asile. Avoir ce désir, avoir cette pensée, avoir ces ambitions, trouve une réponse moderne par l'internement. Donc je trouvais ça assez fascinant, ce parallèle entre les deux personnages. Donc du coup, nous avons presque en Renfield une origin story de Dracula. Malheureusement pour lui, de telles idées à l'époque où il les a lui ont valu l'asile. Et pourtant, il fera souvent preuve d'un discernement surprenant. Donc on se rend compte qu'il n'est pas si fou que ça. Il a ses moments, en fait. Donc Stewart, en fait, s'occupe de Renfield. Enfin, il le torture plus qu'autre chose, en fait, dans le film, on a l'impression, alors que dans le livre, il essaie vraiment de le comprendre. Il ne le voit pas que comme un fou, si on veut. Il essaie d'entretenir ses idées, essaie de voir où va son raisonnement pour essayer peut-être de mieux lui faire entendre raison. Pour essayer de le soigner, en fait, tout simplement. Donc, en plus donc de s'occuper de ce Renfield et d'avoir ces discussions, du coup, sur la vie, sur les choses, Renfield demande tout le temps des morceaux de sucre, mais il ne les mange pas, il les laisse au bord de la fenêtre pour que les mouches viennent, il les capture, et puis il gobe les mouches. Puis à un moment donné, il a l'idée de capturer une araignée et de la nourrir de mouches, pour que cette araignée se gorge de vie, comme ça sera plus simple de gober l'araignée derrière. Puis ensuite, un jour, il comprend que, tiens, ça serait peut-être plus intéressant avec un petit mammifère, donc il demande un chaton. Et Seward lui dira un chaton, mais pourquoi pas un chat, ça serait peut-être plus simple. Il va un peu le torturer quand même quelque part, un peu comme ça.
Parce que Renfield, c'est ah oui, un chat, ce serait parfait, ce serait magnifique, je m'en occuperais parfaitement. Mais Stewart n'est pas dupe, il sait bien que Renfield envisage tout simplement de manger le chat, de gober le chat en fait. Donc c'est ça l'idée. Donc en fait, il essaie de voir jusqu'où il peut aller dans cette vision de la vie, dans la vie, voilà, un côté poupée russe comme ça de vie, dans des vies qu'il goberait au final, comme le prédateur ultime. Donc en parallèle de ces échanges donc, qui sont très intéressants entre Stewart et Renfield, Stewart se retrouve du coup avec le cas de Lucy qu'il va falloir résoudre en fait. Et ce cas le laisse perplexe. Donc Lucie, comme je disais, présente des signes d'anémie, mais malgré donc les premières solutions de Stewart sont assez radicales, c'est-à-dire perfusion de sang. Mais le problème, c'est que perfusion après perfusion, il retrouvera toujours une Lucie quasiment vidée de son sang le lendemain. Donc il ne comprend pas. Et donc en conséquence, c'est là qu'il décide de faire appel à peut-être plus savant que lui, ou en tout cas quelqu'un avec des méthodes autres qui peut approcher ces difficultés-là sous d'autres angles, lui permettant peut-être de voir des choses que lui n'a pas vues. Et c'est là qu'il fait appel à son mentor, le professeur Abraham Van Helsing, qu'on ne présente plus, bien sûr. Alors, le Van Helsing du film, c'est du cabotage absolu. Il est très extravagant, complètement fou allié, délirant. Il est beaucoup plus posé que ça dans le livre, encore une fois, où on a des personnages plus graves, plus solennels. Donc, sans doute que le film a voulu briser cela, en fait, briser ce côté, cette brochette comme ça d'homme noble, dramatique. C'est un peu lourd quand même à force. Et voilà, donc en fait, on nous présente un Van Helsing, mais complètement fou. Et on apprend d'ailleurs que la relation entre Van Helsing et Stewart, cette relation d'amitié, effectivement d'élève à son mentor, mais surtout d'amitié, vient du fait que Stewart aurait sauvé la vie de Van Helsing. Parce que Van Helsing, lors d'une démonstration en classe, une fois, se serait coupé avec du poison. Et donc, Stewart est le seul qui s'est jeté sur la plaie pour sucer le poison. Alors, est-ce que ça sous-entend qu'ils sont peut-être amants? Je ne sais pas. C'est rempli de sous-entendus, de toute façon, l'histoire de Dracula. Mais peu importe, ce qui est quand même cocasse là-dedans, c'est le fait que leur rapport soit aussi basé sur la succion. Donc ça revient quand même beaucoup dans cette histoire, n'empêche. Donc à son arrivée, Van Helsing ne perd pas de temps. Quand il arrive, pareil, le premier constat qu'il fait, c'est que cette fille n'a plus de sang, elle n'en a quasiment plus, donc il faut une transfusion sanguine. Donc le premier qui donne son sang, il me semble que c'est justement Stewart. Mais tout le monde va y passer, littéralement. Ce qui va encore plus renforcer ce lien de sang. C'est vraiment un lien sacré qui va les lier à Lucie. Ils vont tous essayer de la sauver en donnant leur sang. Sauf que pour chaque litre de sang donné le matin, Dracula en boit autant la nuit même venue. Donc en fait, c'est une course perdue. Parce que Dracula, il a un appétit sans fond apparemment. Cette partie-là également est tronquée dans le film. On ne passe pas tout ce temps où chacun essaie de se sacrifier pour Lucie. Comme je disais, de toute façon, les trois amants, les trois prétendants sont un peu des pions, qui ne servent pas à grand-chose. Donc Van Helsing arrive et très rapidement à un soupçon, fait une transfusion de sang, observe les blessures sur le cou et place de l'ail autour du lit. Donc ça va très vite. Le diagnostic et les méthodes pour la soigner prendront plus de temps dans le livre. Et c'est justement à travers les tâtonnements de Helsing pour trouver la solution que les trois amants montreront leur valeur. Donnant leur sang, mais pas que, ils donneront leur sommeil, leur temps, leur vigilance en fait. Chacun essayant de remplir sa tâche comme il peut. Et c'est ce qui rendra d'autant plus touchant leur séparation avec Lucie. Alors que quand Arthur dans le film se contente juste d'un laconique « soignez-la, je payerai », comme s'il remettait en état sa voiture, ce détachement des souffrances fait que la mort de Lucie aura beaucoup moins d'impact. Ici, Lucie devient vraiment une amie pour ces quatre hommes maintenant, les trois prétendants ainsi que le docteur Van Helsing, qui a même une approche presque paternelle vis-à-vis d'elle. Il s'acharne tellement à essayer de la sauver que plus il la perd, plus il se bat, et plus son désespoir face à cette malédiction qu'il ne peut comprendre est terrible. En petit aparté, on peut quand même se demander, quand Van Helsing commence, parce que dans le livre aussi, à un moment donné, il commence à se douter de quelque chose. Il se dit là, il commence à être sur la piste. Il commence à déployer ses bouquets d'ail et tout ça. Il a trouvé. Mais quelle idée en fait, quelle idée de la garder là, de la garder dans cette maison où Dracula vient tous les soirs toquer à la fenêtre pour la sucer. Enfin, pourquoi ne pas déménager? Pourquoi ne pas partir ailleurs? Pourquoi s'entêter à calfeutrer à répétition la maison? Peut-être qu'une faille dans ce point-là, c'est que peut-être qu'à partir du moment où Dracula avait commencé à s'en prendre à Lucie, elle devenait un peu sa chose et qu'en fait il aurait pu la retrouver ne serait-ce que par hypnose, ne serait-ce que par un appel mental, un lien qui les relierait peut-être, mais ça ce sont des suppositions qu'on peut faire une fois qu'on a lu tout le livre. Mais là quand même on peut se dire qu'une fois que Van Helsing comprend que la menace ne vient pas d'elle, enfin ce n'est pas un microbe, quelque chose que ça vient de l'extérieur je veux dire, il faut partir en fait, il faut partir monsieur. Ça ne sera pas le cas, ils vont tout essayer. Stewart donnera son sang, le Texan, Quincy Morris donnera son sang, Arthur Holmwood donnera son sang, il sera très affaibli d'ailleurs par la suite, parce que justement Arthur, pendant tout ce temps-là, a un autre drame qui intervient dans sa vie, il y a son père se meurt. Donc il va perdre à la fois son père, mais aussi la femme de sa vie. Donc Arthur, c'est vraiment dramatique ce qui lui arrive. Il ne s'en remettra jamais en fait. Mais voilà, mais en attendant, il lutte. Il ne sait pas qu'elle est condamnée, donc il lutte pour le moment, ils font tout ce qu'ils peuvent. Van Helsing donnera son sang, ce sera le dernier je crois d'ailleurs à donner son sang. Mais rien à faire, en fait Dracula insiste, c'est Lucie qu'il veut. Donc la première fois où Lucie passera une nuit normale on va dire, c'est-à-dire que chaque matin il revenait voir comment elle allait et chaque matin il la trouvait anémiée. Donc c'était à n'y rien comprendre. Les seules fois où il y a eu exception, c'est quand Stewart est resté à son chevet,
quelques nuits de suite, et là, pour le coup, elle a repris les couleurs, mais le pauvre, ça l'épuisait, parce que pendant ce temps, il continuait à travailler à l'asile. Donc, un soir, Lucie lui fait Mon cher Jacques, j'apprécie beaucoup votre sens du sacrifice, mais c'est trop, là, c'est trop, ça se voit, vous ne tenez même plus debout. Allez vous allonger dans le séjour, je suis juste à côté, il ne m'arrivera rien, donc dormez paisiblement. Bah, Seward va céder, bien sûr, parce qu'il est épuisé, et le lendemain, bien entendu, donc Dracula n'attendait que cela, bien sûr, hein. Mais c'est ridicule, quoi. C'est complètement débile, en fait. Donc, le lendemain, bien entendu, Lucie est bien entendu exsangue. Elle s'est encore fait vider de son sang. Donc Dracula attendait en gros que Jack Seward baisse sa garde, arrête de la veiller en fait, qu'il se mette de côté pour revenir sur elle en fait. Mais on parle de Dracula. Enfin c'est Jack Seward, n'importe quel autre protagoniste. De toute façon, aucun des protagonistes ne présente un danger réel pour lui. S'il a envie de capturer une proie, s'il a envie de s'en prendre à une proie, qu'il y ait un homme qui la veille ou pas, ça ne change absolument rien. D'ailleurs, dans le bateau qu'il a amené en Angleterre, il s'en est déjà pris à plus d'un homme à la fois. Il a déjà eu 2 victimes en même temps, etc. Enfin, cet aspect du vampire qui joue à 1, 2, 3 soleils, hein, ou à cache-cache, voilà, c'est exactement ce qui m'avait rendu cette partie insupportable. Je ne comprenais pas ce que faisait Dracula. Parce que quand on se l'imagine, parce que tant qu'on se focalise sur l'histoire, qu'on voit ce qui est en train de se passer, de voir ce que les héros font, ça tient. Mais dès qu'on se met un peu à sa place, qu'on essaie d'imaginer ce que Dracula est en train de faire, chaque nuit, il vient par la fenêtre, il jette un œil, il voit que Lucie est là, mais il voit qu'il y a Jack Seward à côté, donc il attend, il se frotte les mains, il attend, il dit, ah non, pas cette nuit. Et il repart. Il revient le lendemain, à nouveau rebelote, Jack est toujours là au chevet de Lucie, donc il ne peut rien faire. Il s'en va. 4 jours plus tard, là ça y est, Jack est parti s'allonger dans le salon, donc là il rentre, il s'immisce dans la chambre, prend quelques gouttes de sang et s'en va. Et la laisse toujours vivante. C'est absolument incompréhensible pour moi. Ça fait durer la chose, ça prolonge l'épreuve que ces hommes subissent, ça leur laisse l'opportunité du coup de montrer leur valeur, mais ça n'a pas de sens. Ça ne tient pas debout. Que veut Dracula? Regarde la vidéo que j'avais faite sur que veulent les satanistes, mais que veut Dracula? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi le plan là? Je parle du livre bien sûr. Parce que dans le film il est beaucoup plus expéditif. Une fois que Mina le quitte, il arrive, il termine Lucie. C'est terminé, c'est plié, c'est fait. Il la vide, il se venge, il la dévore. C'est ce qu'il fait de mieux de toute façon. Revenons sur ce plan particulier, donc dans le livre toujours. Donc Van Helsing finit par tenir une piste, mais il n'en parle pas aux autres. Il n'en parle pas aux autres parce que quel médecin dirait aux autres, écoutez, je crois qu'on a tout essayé, ça ne marche pas. Et si c'était un vampire? Donc, non, il ne peut pas faire ça. Donc qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide d'essayer de la soigner en suivant donc son intuition, mais sans leur dire de quoi il retourne. Donc la première chose qu'il va faire, c'est commander des bouquets d'ail et en disposer partout dans la chambre. Parce que c'est bien ça qui se passe, c'est que Dracula rentre dans la chambre pour s'attaquer à Lucie. D'ailleurs, comment il fait d'ailleurs? Il n'a jamais vraiment été invité en fait. Hein. Donc bon, bref. Peut-être que Lucie sous hypnose l'a invité, mais ça compte ça? Ça compte si on met des gens sous hypnose. C'est pas une invitation ça. Il faut quand même une invitation qui tient de la volonté de la personne. Enfin, si on peut l'hypnotiser pour lui faire dire rentrer, ben autant rentrer. C'est complètement con. Elle se rend pas compte de ce qu'elle dit l'autre. C'est juste une formule magique en fait. Rentrez, veuillez rentrer. You are welcome. Let me in. Ça ne tient pas debout. Soit on l'invite, comme on verra plus tard, soit on invite Dracula et il rentre, soit on l'invite pas, c'est tout. Dracula ne peut pas hypnotiser ses victimes pour qu'elle l'invite parce que ça n'aurait aucun sens. Enfin, bref, je m'égare. Donc, Van Helsing fait cela, mais bien sûr, vu qu'il ne peut pas en parler, et qu'il doit toujours lui aussi partir, faire d'autres choses et revenir pour permettre à Dracula de faire ce qu'il a à faire, bien sûr que sa posologie n'est pas bien appliquée. Et la première erreur viendra d'ailleurs de la mère de Lucie, qui s'appelle Mrs. Westenra, parce que j'ai oublié son nom en fait, tout simplement, mais qui ne comprend pas ce que le docteur veut faire. Et vu qu'il ne dit pas le pourquoi du comment, bah, il faut dire effectivement que la méthode marche. Hein. Dracula s'énerve, ne rentre plus. D'ailleurs, je crois que Lucie commence à tenir elle aussi un journal. Elle dit que ces fleurs-là que le docteur lui a mis dans sa chambre, ça pue, ça sent très fort, mais finalement cette odeur a quelque chose de rassurant, quelque chose d'assainissant. Et que du coup, par la fenêtre, elle va aller se coucher. Mais tiens, c'est curieux, par la fenêtre, elle voit une chauve-souris qui n'arrête pas de tourner en rond, qui s'énerve. C'est Dracula. C'est Dracula qui s'énerve à la fenêtre. Parce qu'il ne peut pas rentrer parce que ça pue l'ail. Il a tout Londres pour lui. Que dis-je? Toute l'Angleterre. Mais c'est pas possible. Je vais arrêter d'en parler. Donc du coup, Dracula doit trouver une solution. Parce qu'il ne peut plus rentrer, il y a de l'ail. Enfin, cette première nuit, tout se passe bien. Dracula ne rentre pas, la fille reprend des couleurs. Le lendemain, la mère de Lucie rentre dans la pièce, voit toute cette taille partout, ça pue, elle se demande mais comment ma fille peut respirer dans ces conditions-là, et donc retire les bouquets. Erreur fatale. Donc le lendemain, arrivent Van Helsing et Seward, déjà pourquoi ils partent, pourquoi ils restent pas? Il me semble que c'est une famille riche, celle de Lucie, on ne peut pas embaucher juste une infirmière pour la veiller toute la nuit, et veiller à ce que toutes les procédures soient suivies, enfin, c'est quand même... Bon, il fallait qu'elle meure, on va dire. On va dire que le livre avait décidé, il fallait que Lucie meure. Donc tout a été fait pour qu'elle meure, voilà. Donc Seward et Van Helsing débarquent le lendemain. Alors, comment a-t-elle dormi, la petite malade? Et donc là, la mère qui dit, la mère de Lucie, Mrs. Westenra, bah elle a très bien dormi, écoutez. Et là, ils sont contents. Ah, bah voilà, donc comme quoi ça marche. Hein. Alors Seward ne comprend toujours pas pourquoi les colliers d'ail. Et Van Helsing lui demande juste de patienter parce qu'il teste des choses et qu'il n'est pas sûr de lui, donc il lui en parlera quand le moment sera venu. Donc il ne sait pas ce qui se passe. Mais Van Helsing a déjà cette intuition du vampire, d'où l'ail. Et donc la maman lui fait...
Donc elle a bien dormi, ils sont contents, ils veulent aller voir donc si elle se réveille, et elle lâche. Par contre, c'est pas grâce à vous. Et là, Van Helsing, ah bon, comment ça? Il fait, bah écoutez, c'est du je suis rentré dans sa chambre, c'était quoi tous ces bouquets, mais ça puait, on ne respirait pas, donc j'ai tout enlevé, tout. Et là, du coup, elle a bien dormi. Elle dort comme une morte. Donc là, bien sûr, Van Helsing qui devient blême, mais qui se retient, parce que voilà, parce que Van Helsing, c'est ça aussi, c'est cette volonté, c'est parce que n'importe qui aurait mis une baffe. Mais il se retient, et pour ne pas faire de la peine à la mère, parce qu'elle est mourante, oui, j'ai oublié ça aussi, elle est mourante. Tout le monde va mourir dans cette histoire. Elle est mourante, la mère de Lucie est aussi mourante, donc Lucie a une double peine. Elle est en train de se faire sucer par un vampire la nuit, et sa mère va mourir, et elle est somnambule. 3 peines. 4, Mina, sa meilleure amie, l'a quittée. 5 peines, son mari vient de perdre son père. Ah ben oui, parce qu'il va mourir, le père d'Arthur, là. Donc l'homme qu'elle a choisi va perdre son propre père, donc aussi un autre deuil. Mais c'est le festival, en fait, c'est vraiment un festival. Et donc voici la pauvre Lucie, si elle dormait comme une morte, c'est qu'elle est à l'article de la mort, justement. C'est que la mère a enlevé ce qu'il ne fallait surtout pas enlever. Donc Van Helsing garde son calme, mais dès que la mère donc, repart pour prendre son petit déjeuner, il s'effondre, et c'est Stewart qui doit le réconforter, mais sans comprendre ce qui se passe. Parce que Van Helsing ne peut toujours pas lui dire ce qui se passe. Donc il ne peut que sangloter et dire, mais c'est pas possible, le destin s'acharne, cette pauvre mère qui voulait juste faire le bien, mais c'est trop tard, allons-y, mais c'est trop tard, je sais que c'est trop tard. Et effectivement, quand ils vont arriver, ils vont voir que Lucie n'a jamais été aussi anémie. Là, Dracula s'est vraiment gorgé, en fait. Ça faisait peut-être plusieurs jours qu'il n'avait pas bu, vu qu'apparemment il n'y a que cette cible en Angleterre. Bon, j'avais dit que j'arrêtais. Donc il s'est vraiment gorgé. Donc elle est à l'article de la mort. Alors, il me semble que Stewart a déjà donné son sang, donc là, Van Helsing est prêt à donner le sien. Les deux hommes ont déjà donné leur sang. Donc ils sont là, mais qui donne à nouveau, etc. Je sais pas quoi, Van Helsing est faible, etc. Heureusement arrive Quincy Morris, à ce moment-là, le Texan. Quincy arrive comme un sauveur, il donne son sang. Alors ils sont tous compatibles avec Lucie. Donc ça doit être une receveuse universelle, comme on dit. Donc elle reçoit de tous et elle donne la nuit. Voilà. Donc il donne son sang, donc c'est le dernier à donner son sang. Et là, lui, par contre, il pose des questions. Il dit, attends, mais je comprends pas. Parce que quand je suis arrivé, donc Quincy a eu le temps de les entendre parler au moment où il devait faire une perfusion. Donc il les a entendus dire, qui donne cette fois-ci? Mais vous avez déjà donné, moi aussi j'ai déjà donné, mais on va pas redonner quand même, comment ça se passe? Et donc là, il comprend que les deux hommes ont donné, que lui a donné, ça fait 3 hommes. Cette pauvre femme a déjà pris de 3 hommes. Et il apprend ensuite qu'Arthur a déjà donné 4 hommes. Donc elle a pris de 4 hommes. C'est pas possible, elle ne peut pas prendre tout ça quand même. Où passe tout ce sang dans ce petit corps si minuscule? Comment peut-elle en prendre autant? La scène est terrible quand même. Et en fait, Stewart ne pourra pas lui expliquer. Stewart lui dit, je ne sais pas comment un si petit corps peut prendre autant de 4 hommes en même temps. Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il n'en reste pas une goutte. Et c'est à partir de là que Quincy va rester dans les parages, à guetter, à veiller, à essayer d'aider comme il peut. Pareil, sans comprendre. C'est ça qui est génial, c'est ça qui est magnifique en fait. Ils ne savent pas à quoi ils ont à faire, mais chacun essaie d'aider de la meilleure façon qui soit. Quincy va commencer à faire des rondes autour de la maison avec son arme, mais sans savoir qu'est-ce qu'il faut chasser, qu'est-ce qu'il faut buter en fait. Il ne s'attend pas à ce que ce soit une chauve-souris en fait, tu vois. Et c'est pour ça que c'est dramatique en fait. C'est que finalement la mort de Lucie, c'est carrément l'erreur maternelle ici qui par amour, finit par l'achever. Et dans le film, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont troqué cette erreur maternelle aussi pleine de sens. Ils ont troqué par la gauchitude d'Arthur. Parce qu'Arthur est très gauche. Enfin, c'est Arthur ou c'est... Enfin, ça ne change rien. Comme je dis, c'est tous les mêmes dans le film. Donc, il y en a un des deux qui garde Lucie, mais qui se bourre la gueule. Et donc, en fait, il tombe dans les pommes. Et en fait, c'est là que Dracula en profite pour l'attaquer sous une forme de loup et la dévorer, enfin, la vider de son sang. Donc, c'est un peu dommage quand même. C'est un peu dommage. On peut réduire un peu le côté tragique, noble de l'histoire, mais là quand même, c'est très forcé. Il y avait de belles choses à garder là, je trouve. Il y avait de belles choses à garder. Donc, bien sûr, il ne reste plus qu'une nuit à Lucie. Enfin, là, c'est fini, en fait. La prochaine nuit sera la dernière. Elle a peur, d'ailleurs. Lucie se confie dans un petit journal, elle a peur. C'est bien, d'ailleurs, on a enfin la pensée de Lucie parce qu'elle est très passive. On s'occupe d'elle. Ces hommes s'occupent d'elle. Ils savent ce qui est bien pour elle, mais ils la tiennent dans le secret. Ils ne lui disent pas. Donc, c'est elle la malade, la principale concernée, mais elle n'a pas le droit de savoir ce qui lui arrive. Elle doit écouter et faire ce qu'on lui dit. C'est une petite chose mignonne dont on s'occupe, Lucie. On va la marier et on la soigne. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est assez agréable qu'on a enfin ces pensées. Bon, c'est pas très riche comme pensée, hein, c'est exactement ce qu'on attend. C'est une gentille âme touchée par le sacrifice de tous ces hommes qui sont dévoués pour elle, mais elle ne comprend pas, elle ne peut pas aller mieux, elle ne se sent pas mieux. Elle ne sait pas pourquoi, elle se sent faible. Et elle va se battre pour eux aussi, elle va essayer de tenir, elle va, voilà. Et on sent un peu que c'est un courrier d'adieu, en fait. Et c'est dans ce journal, d'ailleurs, qu'elle écrira ses derniers moments. C'est comme ça qu'on saura ce qui va lui arriver. La Lucie du film, contrairement à cette Lucie-là, qui appréhende la nuit, parce qu'à chaque fois, elle ne sait pas ce qui lui arrive, encore une fois. Tout ce qu'elle sait, c'est que le matin, elle est mourante. Elle ne sait pas ce qui se passe la nuit. Donc pour elle, la nuit est terrible. Contrairement à elle, la Lucie du film, elle, par contre, elle attend Dracula avec volupté et excitation. Dracula, c'est avant tout le petit coup du soir qu'elle prend.
sauvage, très violent. Le fameux climax de mort dont je parlais, donc la petite mort quand on parle de l'orgasme ici, ben là ça a vraiment tout son sens. Ce qui fait qu'en fait Lucie, quand Dracula n'est pas loin, qu'il arrive, qu'elle sent la présence, elle est haletante, elle est dans son lit, elle est offerte, elle l'attend que ça. Cette fameuse nuit où Mina le quitte dans le film et qu'il s'abat, qu'il passe à travers la fenêtre, qu'il vole en morceaux sous cette forme de loup et qu'il la dévore, ben, elle a des cris entre plaisir et douleur. Dans le livre, notre Lucie, elle, pour elle, la nuit arrive avec terreur. Ce n'est pas du tout la même chose. Il y a une allusion à l'intrus, au violeur, à celui qui pénètre la nuit. Et donc, du coup, Lucie appréhende sa venue. Dans le film, il y a une excitation et une attente, parce que sa personnalité est déjà corrompue par la morsure, mais en réalité, la Lucie du film, avant même que Dracula n'arrive, était déjà très sensualisée, en fait. Et donc, elle accueille volontiers sa transformation. Donc, on aboutit, bien entendu, à la fin, à la mort de Lucie. Hein, c'était inévitable. Enfin, tout était liqué contre elle, la pauvre, en même temps. La dernière nuit, c'est là que Dracula, n'ayant plus accès à la chambre, parce que du coup, à cause de l'ail, bien sûr, va libérer un loup du zoo pour le commander et faire en sorte que le loup, en fait, fasse effraction chez Lucie. Donc, c'est ce loup qui va briser la fenêtre, mais ce n'est pas Dracula, ce loup-là. C'est vraiment un loup que Dracula a libéré. Et c'est pour ça que je parlais de ce même loup qui apparaît donc, pendant la présentation du cinématographe. C'est sans doute un clin d'œil du film à ce moment-là. Mais ce n'est pas le même loup qui attaque, si on veut. L'attaque finale sur Lucie, elle est effectuée dans le livre par un loup qui est un loup du zoo, que Dracula envoie pour dégager le passage, si on veut, pour se débarrasser de l'ail, tout ça. Alors, je sais pas, peut-être que le loup a mangé l'ail, je ne sais pas, parce que la pièce tout pue toujours. Hein, donc, le loup fait son attaque, et en fait, la mère de Lucie... Non, mais je crois que c'est encore plus pété que ça. C'est-à-dire que la mère de Lucie a une crise cardiaque face au loup. Elle a une crise cardiaque, et elle meurt. Elle meurt dans les bras de sa fille. Donc, Lucie est par terre, avec sa mère dans les mains. Je crois que la lumière va s'éteindre. Elle a beau appeler les domestiques ne viennent pas. En fait, on comprend que les domestiques ont été empoisonnés. Alors, je sais pas si c'est le loup ou si c'est Dracula, mais une bouteille de laudanum s'est écrasée au sol, et les vapeurs les ont assommés, donc les domestiques ont perdu connaissance. C'est ridicule, mais qu'est-ce qui se passe là en fait? Mais le livre part en couille, hein, c'est pas possible. Mais c'est quoi ce déploiement d'ingénuité, de manigance pour juste atteindre Lucie? Mais c'est incroyable, quoi. Qu'est-ce que Dracula lui veut à ce point? Au moins dans le film, il arrive, il débarque, il est vénère, il arrive, il débarque, il casse tout, il la dévore. C'est tout, c'est fini, c'est plié, on n'en parle plus. Là, il libère un loup du zoo, mais en même temps, il faut empoisonner les domestiques. Comme ça, il dorment, comme ça, il n'est pas gêné pendant ce temps-là. Le loup rentre dans la pièce, libère l'ail et laisse rentrer l'air frais qui va dégager les effluves. Et comme ça, enfin, il peut attaquer Lucie. Il ne va toujours pas la tuer, d'ailleurs. Il ne va toujours pas la tuer. Il va encore la boire, sauf que cette fois-ci, c'est de trop. Donc Lucie, le lendemain, est encore à peine vivante. On lui fait une perfusion. Ça va la ramener un peu à vie, mais c'est fini, c'est trop tard. Elle est restée trop longtemps sans sang, là, c'est plié. Donc il ne la finit même pas. La seule explication qui peut être avancée pour l'entêtement ici de Dracula, c'est de vouloir se créer... Enfin, il commence à créer son armée, il commence avec Lucie. On verra plus tard qu'il peut s'y prendre beaucoup plus rapidement, qu'il y a une façon beaucoup plus rapide de maudire l'humain. Après, effectivement, peut-être qu'il expérimente ses pouvoirs, qu'il essaie de voir ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, qu'il ne découvre pas tout. Il ne sait peut-être pas qu'il suffirait juste de faire boire son propre sang, le sang de Dracula, obliger Lucie à le boire pour la maudire, tout simplement. Mais il suffit de mourir sous les coups du vampire pour devenir vampire dans sa mort. Il suffirait donc de vider complètement Lucie de son sang. Mais à la dernière goutte, pas toujours la laisser vivante, somnolente pour le lendemain pour qu'elle soit sauvée. Ou peut-être qu'il est addict du fait qu'en fait, il ne comprend peut-être pas comment se fait-il que cette femme, à chaque matin quand je reviens, elle est encore gorgée de sang. C'est peut-être ça en fait qui l'intrigue Dracula, il ne comprend pas. Il la vide la nuit, et la nuit d'après quand il revient, elle est à nouveau gorgée d'un sang qui a un autre goût, parce que c'est pas son sang, du coup c'est le sang de Van Helsing, puis ainsi de suite. Donc Dracula concrètement a goûté le sang de tous les hommes. À travers Lucie, il a goûté le sang de Van Helsing, de Quincy Morris, d'Arthur Holmwood et de Jack Stewart finalement. Donc c'est peut-être ça qui lui plaît chez Lucie, c'est ce côté où elle a le goût de plein d'hommes. Donc il a gagné, voilà, il la vide, et le lendemain, quand Seward arrive, la maison ne répond pas, parce que bien sûr les domestiques ont été empoisonnés, mais quelle idée quoi. Dracula qui essaie d'endormir des domestiques, non, mais à moins que ce soit un accident, je ne me rappelle plus exactement cette affaire du laudanum qui endort les domestiques, mais je pense que ça fait partie du plan de Dracula quoi. Mais tu es un vampire quand même, voyons. Donc bien sûr, tout le monde aura des questions, hein, des questions pour Van Helsing, ils se seront lui demander mais qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce possible cette femme qui a eu... Elle va mourir là vraiment, parce que Van Helsing leur dit, là c'est fini, c'est plié en fait. Il lui reste un peu de vie, mais c'est fini, elle va s'éteindre. Profitons-en pour la veiller, il faut l'accompagner dans sa mort, mais c'est fini. Et donc ils vont lui demander, mais comment est-ce possible? Qu'est-ce qui a pu causer une anémie aussi extrême? Est-ce que Van Helsing fait déjà allusion à du surnaturel à ce moment-là? Je ne sais pas trop. Peut-être pas tout de suite.
Peut-être envers Seward, il commence à lui dire c'est inexplicable, mais il le développera plus tard. Et du coup, dans ces derniers instants, Lucy va développer une dualité. Dans le sommeil, elle est vampire, et à l'éveil, elle reprend ses sens humains. Et on le voit à travers le rapport qu'elle a au collier d'ail. En fait, Van Helsing lui met encore un dernier collier d'ail autour du cou. Et en fait, quand elle dort, elle essaie de le repousser, et quand elle se réveille, elle essaie de le serrer à elle. Donc voilà, il y a ces dualités qui se développent. On sent en fait que l'emprise vampire emportera ce duel en fait dans sa mort. D'ailleurs, ces adieux seront très douloureux d'ailleurs pour les amants, parce qu'Arthur voudra lui dire au revoir, et Lucy lui dira effectivement « Embrassez-moi, Arthur, embrassez-moi ». Sauf que dans son ton, Van Helsing et Seward se rendent compte que quelque chose ne va pas. Ils ne reconnaissent pas Lucy. Donc en fait, c'est cette personnalité vampiresque qui prend le dessus. Et donc en fait, ils vont empêcher ce baiser. Mais de manière très violente d'ailleurs, parce que Van Helsing va vraiment dégager Arthur en fait. Et donc Arthur ne comprenant pas, mais en voyant les remerciements en fait, tout d'un coup la véritable personnalité de Lucy reprend le dessus, elle a un regard reconnaissant envers Van Helsing, Arthur se retient. Il se rend compte que quelque chose de là le dépasse peut-être. Peut-être qu'elle est contagieuse. C'est comme ça qu'il essaie de se l'expliquer. Ces adieux seront assez tragiques, avec un Arthur ayant perdu son père qui voit là sa femme, sa future femme, mourir de cette manière-là, s'éteindre. Et c'est ainsi qu'on croit clôturer l'histoire de Lucy. D'autant plus que Van Helsing essaie de faire en sorte que ce soit vraiment la fin pour Lucy. C'est-à-dire en fait qu'il lui met un collier, donc pendant la veillée, une fois qu'elle est morte, pendant la veillée, il lui met un collier en or, une croix en or autour du cou. Alors, je ne sais pas quelle était vraiment sa stratégie là, comme si cela allait empêcher justement cette emprise du vampire sur la morte. Mais il se trouve que malheureusement ce collier se fait voler par une domestique qui vole les morts, et Van Helsing l'apprend sur le fait, mais c'est trop tard. Elle a retiré le collier, ce qui fait qu'en fait la transformation est finalisée. Lucy est une vampire en attente de reboot. Donc, elle va rebooter tranquillement au bout de quelques jours, et là, ça sera une vampire. Donc là, c'est trop tard. Alors, Van Helsing pense à savoir, il veut faire quelque chose, il le demande d'ailleurs à Seward, il lui dit, là, avant qu'on la mette, avant qu'on le scelle le cercueil, j'aimerais que vous m'accompagniez pour m'aider, enfin, on va faire une opération chirurgicale sur elle. Seward croit que, quoi, une sorte d'autopsie? Il fait, oui, une autopsie si vous voulez, mais en gros, on va lui couper la tête et remplir sa bouche d'ail. Donc Seward ne comprend pas. Effectivement, ça va de soi. Donc, mais voilà, Van Helsing est très cash comme ça. Enfin, il sort des choses sans. Il nous fait penser au prêtre au tout début du film, quand Dracula perd sa femme et qu'il est en train là de pleurer à genoux, de se lamenter, à mourir de cette perte incommensurable pour lui. Et que le prêtre est là. Oui, mais il s'est suicidé, hein, il n'ira pas au paradis. Moi d'ailleurs, je fais pas de messe. Donc voilà, il a ce côté cash, mais qui tombe toujours au mauvais moment. Il a vraiment un problème de tempo en fait. Donc voilà ce qu'il va demander à Seward, mais vu que Seward lui fait une confiance aveugle, il accepte de le faire, mais malgré sa réticence, il ne comprend pas à quoi ça sert, pourquoi torturer encore plus cette pauvre enfant. Mais finalement, avec l'événement du collier, qui a été volé par donc, cette domestique, qui fait que donc, la transformation est finie, Van Helsing lui dira, bah non, c'est trop tard, ça ne sert plus à rien, on arrête tout, ça ne changerait rien. Donc il va falloir l'exécuter quand elle sera enfin vampire, vraiment réveillée. Mais là, on est sur toute la carte, là, comme on dit. Ah, ça m'échappe un peu, effectivement. Je ne vois pas la pertinence d'attendre qu'elle soit complètement transformée pour enfin la décapiter. Je suis quasiment sûr que la décapiter en amont risque de vraiment compliquer sa transformation, justement. Donc, ils auraient pu le faire. Mais bon, voilà. Van Helsing fait marche arrière. À chaque fois que je dis Van Helsing, j'ai envie de dire Dracula, mais en fait, les deux personnages sont très semblables dans le livre, pas dans le film, mais dans le livre, je trouve, parce que c'est vraiment des forces de caractère et des volontés fortes, en fait, donc qui vont se confronter, qui vont clasher. Parce que finalement, la lutte finale, la lutte qu'on aura à la fin, c'est vraiment Dracula versus Van Helsing. Effectivement, ça ne se ferait pas sans les autres, bien entendu, mais les deux volontés maîtres, la volonté pure qui mène le groupe de nos héros, c'est Van Helsing. Donc effectivement, Van Helsing abandonne son plan, à cause de ces petits domestiques, une somme de, voilà, à cause de ce vol du crucifix. Et pourtant, il sait que la transformation est en cours. Il sait que voilà, Lucie est morte, mais il sait que c'est une morte vivante. Et il peut voir les crocs, en fait, qui sont de plus en plus présents, qui sont de plus en plus développés. Et d'ailleurs, Van Helsing emploiera plus tard le terme de Nosferatu pour la désigner. Maintenant qu'il a laissé tomber, pour une raison encore une fois qui m'échappe, je pense qu'il aurait pu tout à fait la décapiter, quoi qu'il en soit, crucifix volé ou pas, il la décapite. Un vampire ne va pas. Je vois mal une non-morte ressusciter en vampire sans sa tête quand même. Donc bon, il ne le fait pas. Et en attendant donc que les choses évoluent, il essaie de mener son enquête, essaie de comprendre tout ce qui s'est passé. Et c'est là qu'on rejoint Mina et Jonathan, mais je dirais plutôt Mina, parce que Jonathan ne s'exprime toujours pas. Enfin, il parle à Mina, il lui dit des choses, mais il ne tient plus son journal. Le fait qu'il ne tienne plus son journal fait que pour nous, il est encore muet, il est encore enfermé dans son trauma. Pour nous, ce pauvre Jonathan nous est fantomatique. Donc ils sont à Londres, ils se baladent, Mina essaie de faire en sorte que Jonathan reprenne des forces. Et c'est là qu'elle apprend que Lucy est morte. Donc ça va vraiment l'affliger, la pauvre. Mais pareil, toujours avec une force de volonté, elle va essayer quand même de s'occuper avant tout, de ne rien laisser voir. Parce que là, c'est à elle d'être forte pour soutenir Jonathan. Jonathan qui d'ailleurs dans le film, on voit que ses cheveux sont devenus gris. Sous le choc de ce qui lui est arrivé, les sorts l'ont aidé à aller un peu mieux, mais il est passé par un épisode de démence, en fait. Il a vieilli prématurément. Et c'est au détour d'une balade comme ça que Jonathan croit tomber donc à Londres, que Jonathan croit reconnaître le comte. Il s'arrête, il se fige et il dit « Mon Dieu, c'est lui, mon Dieu. Mais comment il a rajeuni? Comment est-ce possible ?»
Et en fait, c'est là que Mina essaie de voir. Donc là, c'est dans le livre. Mina essaie de regarder de qui il parle. Et là, elle voit effectivement ce personnage qu'elle décrit comme le comte, qui a rajeuni, toujours avec les mêmes descriptions qu'on avait vues, avec le nez, avec ce front, tout ça. Et qui, lui, est occupé à fixer une jeune fille et qu'il va suivre une fois qu'elle prendra une calèche. Donc il la suit, donc il ne voit pas que Jonathan le fixe de cette manière. Et il ne voit pas Mina non plus. Mina d'ailleurs qui est embarrassée en espérant du coup que ce gentleman ne se rende pas compte que Jonathan l'observe de cette manière-là parce que c'est un peu désobligeant, on va dire. Voilà, mais ça arrive aussi dans le film. Jonathan reconnaît le comte, mais Mina aussi semble le reconnaître. Parce que dans le film, elle connaît le comte. Mais dans le livre, elle ne l'a jamais vu. Et donc dans le livre, pour tirer au clair cette histoire, pour comprendre ce qui est arrivé à Jonathan, tout ce qui a pu lui arriver, qu'est-ce qui l'a transformé ainsi, elle décidera de lire son journal. Mais je ne peux m'empêcher quand même de remarquer que, bon, le comte a rajeuni tout ce qu'on veut, mais il a quand même gardé sa cicatrice sur le front, la cicatrice que Jonathan lui a infligée. Donc on peut dire que ses pouvoirs de régénération sont moins impressionnants que ceux de Wolverine. Mais c'est surtout que, quand Jonathan le voit, la première chose qui le choque, c'est qu'il se dit « Comment a-t-il rajeuni ?» Je trouve ça toujours génial, c'est que ce qui l'impressionne le plus n'est pas ce qui nous impressionne nous. Comment a-t-il rajeuni? Mais on n'en est plus là en fait, vraiment. Enfin, après tout ce qu'il a vu chez cette créature, comment il a rajeuni? C'est incroyable. Bah à ton avis, connard. Enfin... Déjà qu'il avait vu qu'il avait rajeuni dans son tombeau d'ailleurs. Dans son tombeau, il avait vu qu'il avait rajeuni. Le comte avait déjà commencé ce processus de s'engorger de sang la nuit pour rajeunir un peu plus de jours avant même d'avoir embarqué pour le Déméter. Donc là, ça va être intéressant parce que Mina va lire l'histoire, elle veut bien le croire, mais c'est difficile à croire en fait. Donc elle aussi doute, mais elle est avant tout touchée, émue en fait, catastrophée de ce qui a pu arriver à son pauvre Jonathan. Donc ça c'est très touchant. Et c'est pas plus mal qu'elle ait lu cette histoire parce que Van Helsing va venir à sa rencontre. Alors pourquoi Van Helsing vient à sa rencontre déjà? Parce que Lucie étant morte, Van Helsing veut mener cette enquête jusqu'au bout, comprendre en fait, essayer de retracer les traces de Dracula. Comment il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je crois que c'est là que le journal de Mina va lui venir en aide. Et le journal de Mina lui vient en aide parce que du coup il y a le courrier peut-être qu'il trouve chez Lucie. Je ne sais plus, ça m'échappe un peu, mais je crois que c'est un peu ça la piste. C'est en fait Van Helsing essaie de comprendre d'où vient ce vampire, d'où il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, il essaie de retracer un peu l'avènement ici de Dracula, parce qu'il comprend bien que ce vampire vient d'arriver en Angleterre. Il ne faut surtout pas laisser les choses empirer. On a déjà une victime, il faut que ça s'arrête là. Bon, au rythme d'une victime par mois, on a encore le temps. Donc il vient à la rencontre de Mina, et c'est là que Mina lui remet le journal de Jonathan, pour compléter, parce qu'il commence à recouper un peu les histoires en fait. Van Helsing finit par comprendre que Jonathan, ce qu'il a vécu... Enfin non, il ne le comprend pas ainsi. C'est juste qu'en fait, il dégage une telle volonté, une telle confiance en soi, que Mina se jette à ses pieds, littéralement, en lui disant « S'il vous plaît, enfin, je sais que je peux vous faire confiance, vous ne traiterez pas mon mari de fou, aidez mon mari, aidez Jonathan, s'il vous plaît. » Donc au départ, Van Helsing est là pour parler de Lucie, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que vous vous rappelez des formes, cette fameuse nuit où vous l'avez trouvé sur un banc, couché avec cette forme? Enfin voilà, il est là pour ça au départ. Il ne sait pas tout ça, mais il est là pour ça, pour essayer de comprendre. Mina le trouve tellement engagé qu'elle essaie de lui demander de porter secours à Jonathan. Et c'est là qu'il lui soumet le journal de Jonathan. Et c'est là que Van Helsing recoupe les deux histoires. Il comprend que la créature que Jonathan décrit, c'est la même qui, comme par hasard, est tombée sur Mina et sa meilleure amie Lucie. Voilà, ça c'est le livre, hein, toujours. Parce qu'il n'a pas cet objectif-là de retrouver Mina. Donc du coup, c'est juste du pur hasard s'il est tombé sur Mina et Lucie. Donc c'est là qu'il recoupe les deux. Donc au moment de tirer les conclusions qu'il faut sur cette histoire, malheureusement, il doit s'éclipser assez rapidement parce qu'il prend connaissance de la une des journaux à ce moment-là qui parle d'une certaine dame blanche qui s'en prend aux enfants. Et il comprend qu'il est temps d'agir, d'en finir avec le chapitre de Lucie. Donc il laisse Mina et Jonathan en suspens dans cette affaire, mais Mina est rassurée et Jonathan est rassuré. Et c'est là que Jonathan sortira de son silence parce que quelqu'un lui a enfin confirmé que ce qu'il a vécu est vrai. Et c'est seulement là qu'il peut enfin reprendre son journal et nous parler à nouveau. Mais jusque-là, il était dans ce mutisme, dans ce doute, et ce doute le rongeait, l'affaiblissait de jour en jour. Il devenait fou. Donc voilà. Mais avant de les retrouver, parce qu'il faut maintenant qu'ils rejoignent notre équipe, il faut en finir avec le chapitre de Lucie, et ce chapitre de Lucie se déroule principalement entre les protagonistes étant Lucie, Van Helsing et les trois prétendants, ex-prétendants, hein, donc en Quincy Morris, Arthur Holmwood et bien sûr Jack Seward. Donc Seward qui pensait tourner la page sur cette affaire avec la mort de Lucie, ils l'ont enterré, ils l'ont veillé, ils l'ont enterré, voilà c'est fini, enfin on passe à autre chose en fait. Il se plonge dans le travail pour oublier, parce que je rappelle quand même qu'il a été amoureux lui aussi de Lucie, ainsi que les deux autres amis, hein, de toute façon, donc chacun se plonge comme il peut dans autre chose pour essayer d'oublier. Et Van Helsing vient le trouver pour le ramener dans cette histoire. Il dit suivez-moi. Il lui montre le journal. Seward prend connaissance de cette histoire donc d'enfants. Donc c'est des enfants qui disent qu'une dame blanche les appelle, les amène, la nuit, qu'une dame blanche leur apparaît et les amène plus loin pour leur donner des gâteries ou autre chose. En réalité, ce qui se passe, c'est que la dame en question les suce. Donc les enfants, sans doute sous l'hypnose de cette dame, en redemandent. Donc là, c'est problématique. Donc là, il faut sauver les enfants. Donc là, on n'a pas encore de mort, mais il faut se précipiter. C'est d'où la hâte de Van Helsing, en fait. Les enfants sont quand même des cibles peut-être plus faciles à transformer, plus rapides à vider de leur sang. Mais la chance qu'il a, c'est que là, on a un vampire juvénile,
en la personne de Lucie. Bah, on a compris que c'était Lucie du coup. Hein. La dame en blanche, elle vient d'être enterrée. Voilà. Donc la première chose que Van Helsing va essayer de faire, c'est de résoudre cela tout seul. Enfin résoudre ça tout seul avec son ami Seward, autre fidèle médecin. Et il va lui dire cash en fait. Ils vont aller voir un de ses enfants qui a été rescapé, voir les 2 blessures au cou, blessures qu'ils avaient tous les 2 constatées chez Lucie, mais en fait blessures que Seward avait un peu écartées en se disant mais non, mais elle n'a pas pu perdre son sang par là. Il serait sur tous les draps là à cette heure-ci. Donc il avait bien remarqué ces petits trous, ces petites déchirures qui avaient fini d'ailleurs par disparaître. Quand la transformation finale de Lucie, donc sur son lit de mort, avait été arrivée à terme, les blessures avaient disparu. C'est Van Helsing qui aura constaté ça d'ailleurs sur le lit de mort de Lucie. Il aura eu un sifflement de surprise et Seward aura constaté du coup la même chose aussi, que les blessures ont disparu, mais il n'a jamais su se les expliquer. Pour lui, effectivement, Lucie perdait du sang, mais certainement pas par ces blessures-là. Enfin, voyons, c'est ridicule. C'était 2 petits trous de la taille de 2 canines, quoi. Mais voilà, pour dire que Seward avait écarté cette piste, il ne comprenait pas, mais là, tout d'un coup, on retrouve ces 2 morsures sur les enfants. Donc là, on a un problème. Et Van Helsing lui dit, alors comment vous l'expliquez, qu'est-ce que machin. Donc Van Helsing est le pire prof qui soit, je ne sais même pas comment... Enfin, c'est assez incroyable qu'on arrive à le suivre d'ailleurs, parce qu'il tend toujours des perches, il veut qu'on arrive à sa conclusion, mais avec des éléments qui ne pourraient jamais suffire à faire ce bon qu'il veut faire à Seward est assez incroyable en fait. Et donc il lui dit juste, bon bah ces enfants, qu'est-ce que vous en pensez alors, qu'est-ce qui leur est arrivé? Bah la même chose qu'à Lucie, parce que justement les enfants donc sont aussi anémiés, ont perdu du sang, ils sont faibles aussi, mais ils vont vivre. Seward lui fait, bah pour moi ce qui leur est arrivé, c'est exactement ce qui est en train d'arriver à Lucie, peut-être quoi, une épidémie, quelque chose. Et là, Van Helsing lui répond non, mon cher Seward, ce qui est arrivé à ces enfants, la cause de leur mal, c'est Miss Lucie elle-même. Donc voilà comment se termine ce chapitre-là. Donc tadadam, Seward ne comprend pas. Donc à partir de ce moment-là, Seward suit Van Helsing, il ne comprend pas. Il ne comprend pas où il veut l'amener. Il le suit, il doute, mais c'est après tout Van Helsing, il lui doit beaucoup. C'est son mentor, il le suit, mais tout en gardant son quant à soi. Et je crois même que dans le fond, il croit que Van Helsing est devenu fou. Donc ça rappelle un peu le capitaine et son second sur le bateau, sur le Déméter d'ailleurs, qui croient que du coup, bah, ok, d'accord, bah, là c'est un peu la même chose. Il va le suivre, et en fait, Van Helsing va essayer de l'amener à la même conclusion que lui en lui montrant les choses. Donc la première chose qu'il faut faire, bien sûr, c'est aller voir dans le tombeau de Lucille. Pas en plein jour, en pleine nuit. En pleine nuit pour voir qu'en fait, en pleine nuit, bah, qu'il n'y a personne dans le tombeau. Donc ils vont entrer par effraction dans le cimetière, en pleine nuit. Donc c'est quand même assez génial. Stewart, qui refuse au début, finit par accepter. Ils se rendent donc dans le tombeau, en pleine nuit, ils vont ouvrir le cercueil, ils vont scier d'abord le premier couvercle, puis ensuite faire sauter les verrous, tout cela. Et en fait, en l'ouvrant, Stewart va reculer, en s'attendant en fait à avoir la vapeur de décomposition en fait d'un cadavre, de tout cadavre à partir de quelques semaines, quoi. Et en fait, non, le cercueil est vide. Et Van Helsing lui dit, alors maintenant vous croyez? Vous croyez quoi? Encore une fois, malgré son intelligence telle qu'on nous l'a décrit, il peut paraître un peu con des fois. Et Stewart lui dit d'ailleurs, je crois quoi? Enfin, je crois que le corps n'est pas là. Et là, Van Helsing lui fait, d'accord, et qu'est-ce que vous en concluez? Dans la logique de Van Helsing, la bonne réponse c'est, bah c'est une vampire, et elle s'est barrée à travers l'interstice, quoi. Bah non, Stewart lui dit, bah ça ne prouve qu'une chose. Quoi donc, mon ami? Ah bah qu'elle n'est pas là. Bah oui, c'est tout. Tu vois, qu'est-ce que tu veux de plus? Effectivement, peut-être que quelqu'un a enlevé son corps, peut-être que machin, mais effectivement, c'est difficile à expliquer, n'empêche quand même. Si le corps n'est plus là, il n'est plus là, c'est un peu bizarre. Donc en fait, Stewart se rend compte qu'il ne peut pas l'expliquer. Il dit, bah, c'est soit les employés des pompes funèbres ou que sais-je, mais il se rend bien compte qu'il n'a pas de réponse. Et donc, la seule réponse possible, c'est est-ce que ce n'est pas le professeur? Mais il a vu le professeur scier, parce que le couvercle est scellé quand même. Donc il a vu scier et faire sauter la chape de plomb, tout cela, donc voilà. Donc ce n'est pas Van Helsing. La seule logique, la seule explication logique, c'est qu'on n'ait jamais mis le corps là-dedans. Et donc ça ne répond à aucune des questions qu'il se pose en fait. Van Helsing s'en rendant compte, le sang lui dira, ok, très bien, bah, on va attendre. Donc ils sortent et ils vont attendre dans le cimetière. Ils vont guetter dans le cimetière. Seward ne sait pas guetter exactement pourquoi, mais il sait qu'il faut qu'il attende, et donc il attend en pleine nuit, et tout d'un coup, je crois que c'est Van Helsing qui donne l'alarme. Il se précipite, une forme blanche qui ramenait un enfant, et cette forme blanche a disparu. Tout comme Dracula, des fois, qui se taille en courant si on l'interrompt, alors qu'en fait, c'est un vampire et qu'il peut faire ce qu'il veut. Donc là, c'est pareil, la forme a disparu, elle a abandonné sa proie, donc c'est un petit enfant. Seward est arrivé un peu tard, donc il ne comprend pas tout ce qu'il voit, c'est Van Helsing qui est là avec un enfant qu'il a sorti de sa poche, quoi. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que machin? Et Van Helsing ne cherche pas à lui dire j'avais raison, etc. Elle lui dit juste, heureusement qu'on est arrivé à temps. Maintenant, il faut remettre cet enfant aux autorités et on reviendra demain matin. Parce qu'effectivement, Lucie est allée se coucher. Donc, ils vont se débrouiller pour laisser l'enfant sur un chemin par lequel passe un agent. L'agent récupère l'enfant. Ils vont se reposer et le lendemain, ils reviennent, mais cette fois-ci en plein jour. Et Van Helsing se rend bien compte que Stewart ne le croit toujours pas, ne veut toujours pas arriver à la conclusion à laquelle il veut qu'il arrive. Sauf qu'effectivement, ils vont rentrer à nouveau dans le tombeau et Stewart est assez outré en fait. Il dit, mais à quoi sert cette action qu'on est en train de faire? On s'est rendu compte hier qu'il n'y avait rien dans ce tombeau. Y retourner pour le rouvrir à nouveau, c'est au mieux indécent, au pire suicidaire, quoi. Si on se fait choper, faut aller expliquer ça quand même. Bon, Van Helsing n'en a cure, et il va ouvrir à nouveau le tombeau, et cette fois-ci, Stewart découvre une Lucie en excellent état, allongée dans le cercueil. Alors, elle est exactement comme Dracula quand Jonathan Harker l'avait surpris dans son tombeau, gorgée de sang. Elle est pleine, elle est bien, elle est contente, elle est là, elle est en pleine forme, elle est
presque plus belle, mais d'une beauté un peu plus pervertie que quand elle était vivante. Elle est plus belle morte que de son vivant, quoi. Donc c'est perturbant. Et il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Donc là, il est bouche bée, donc il ne peut qu'écouter. Et en fait, pendant qu'il écoute, on a Van Helsing qui, comme un amphi, en train d'expliquer un peu ce qui se passe là. Donc il montre les choses, en fait. Il faut, vous voyez, donc voilà, c'est un vampire, vous voyez, on a des taches de sang là sur sa tenue, hein, c'est pas mal. Regardez là, regardez la bouche, regardez. Et avec son doigt, il va écarter, en fait. Alors je rappelle qu'il ne voulait même pas qu'il y ait un bisou, un contact entre Arthur et Lucie, pour éviter, du coup, toute contamination. Ce qui ne l'empêche pas, lui, de mettre ses gros doigts dans la bouche de Lucie pour montrer les canines, comme ça. Alors, regardez là, vous voyez les canines là, voilà, c'est avec ça qu'elle mord ses victimes. Hein, il a une approche, ce qui est dramatique, parce que quand même, c'est une fille à laquelle il a beaucoup tenu, c'est une femme qu'il a essayé de sauver, à laquelle il tient beaucoup, mais on dirait que là, pour protéger son esprit, pour ne pas être plus impacté que cela, il la considère comme n'importe quelle autre patiente ou n'importe quel autre cas à étudier pour un médecin légiste, ce qui lui permet de ne pas céder. Donc il explique tout cela à Seward, qui curieusement, tout en n'étant pas convaincu, veut quand même la mort de cette chose. Il voit bien que cette chose est une chose honnie, une chose pas possible. D'ailleurs, parce qu'au début, il est sur la défensive. Il dit non mais c'est pas possible, c'est les employés des pompes funèbres qui l'ont remis, les profanateurs de sépultures peut-être, des choses comme ça. Et Van Helsing le laisse parler, d'accord. Mais bon, quand même, vous étiez avec moi le jour où on a établi sa date de décès. Son cœur ne battait plus, vous êtes d'accord qu'elle était morte. Oui, effectivement, j'ai constaté la mort de Lucie Vostenra. D'accord. Donc elle est morte il y a quoi, 3-4 semaines et elle ressemble à ça. Comment vous me l'expliquez ça? Donc voilà, là par contre il n'a pas de réponse, effectivement. Parce qu'elle a l'air vivante, elle est même en meilleure forme en fait. Ce qui est contradictoire quoi. Donc ses sentiments envers cette chose qui ressemble à Lucie vont changer et il va souhaiter sa mort. Donc Van Helsing ne demande qu'à s'exécuter. Mais en fait, il a un moment d'hésitation, il se rend compte d'une chose. Il se rend compte qu'en fait, que s'il tue Lucie à ce moment-là, tout s'arrête. Mais il y a l'origine de tout cela. L'alpha monstre, il y a Dracula à chasser. L'alpha monstre, parce que comme je disais dans le livre, Dracula, c'est juste un monstre, voilà. C'est une pure volonté humaine, presque folle, qui a fini par se perdre dans sa recherche d'immortalité, dans un désir le plus obscur, par être complètement perverti et créer ce qui est créé là. Et donc cette chose vivra coûte que coûte, quoi qu'il advienne. Et donc pour combattre cette chose, il se rend bien compte qu'à lui tout seul, ou même avec l'aide de Seward, ça ne suffira pas, qu'il faudra quand même mettre dedans Arthur et tous les autres. Sauf qu'aller expliquer aux autres qu'ils ont dû décapiter Lucie dans son tombeau, parce qu'elle était devenue une vampire, enfin, ouais, j'ai même pas besoin de développer plus, on se rend bien compte que là, l'argumentaire ne tiendrait pas. Donc il s'agit de leur montrer la même chose, qu'ils fassent le même chemin que Seward a eu à faire. Seward, qui est le médecin, qui a refusé de croire malgré toutes les preuves, qui, là seulement, à la dernière minute, veut bien concéder à décapiter cette chose, il va falloir que les autres fassent le même chemin. Donc les deux autres restants, Quincy Morris et surtout le pauvre Arthur, celui qui devait épouser Lucie. Donc ils vont refermer le cercueil, sauf que cette fois-ci, Van Helsing va prendre ses précautions. Il va faire en sorte que Lucie ne sorte pas. Il me semble que l'idée, c'est justement éviter qu'elle fasse plus de victimes, donc l'idée, c'est de condamner le tombeau, le temps de convaincre les autres de venir. Et effectivement, les autres seront convoqués. Les autres seront convoqués par Van Helsing et Seward. Et ça, c'est un moment très malaisant. Donc Van Helsing va mettre les autres dans la confidence. Il va falloir leur expliquer que Lucie est devenue une vampire et qu'elle s'attaque à des enfants pour le moment parce qu'elle ne peut pas s'attaquer à plus. Alors comme j'avais dit au début, de toute façon, Lucie ne pouvait pas s'attaquer à des adultes du coup. Même dans sa forme de vampire, ça reste encore la petite Lucie pure, etc. Donc en fait, elle ne peut sucer que des enfants. Elle ne sucera pas d'adultes. Vous voyez. Ce qui fait qu'elle reste pure. Même sous cette forme de vampire, ça reste du vampire juvénile, en fait. C'est pas méchant. Donc il va falloir qu'il leur explique cela. Plutôt que de les amener dans le cimetière, bon, effectivement, c'est difficile de leur expliquer, mais il l'aurait suivi. Tel que le personnage, la dynamique des personnages qu'elle est développée, il l'aurait suivi. Et leur montrer dans le cimetière ce corps de vampire, puis leur montrer ce qu'il fait la nuit, ça aurait été une méthode beaucoup plus efficace que ce qu'il va faire. Parce que sans leur dire de quoi il retourne, mais c'est incroyable. Il leur dit, enfin, il dit surtout à Arthur et à Quincy, parce que Jack sait déjà, mais d'ailleurs même Jack, en sachant, maintenant il doute à nouveau. Une fois qu'il est sorti du tombeau, qu'il est retourné dans son asile avec des fous un peu plus normaux, il a commencé à tout remettre en doute. Vu que ce n'est pas possible, et effectivement, il faut le reconnaître. Habituellement, dans les films d'horreur, une fois qu'on établit qu'il y a un vampire, bah ça y est, tout le monde est convaincu. Une fois on peut avoir des réticents, mais les réticents très rapidement basculent. Une fois qu'ils croient, ils y vont, voilà, vaille que vaille, voilà. Là, c'est bien, je trouvais, parce que du coup, il est quand même convaincu, il veut la mort de Lucie, mais vu que Van Helsing l'arrête à la dernière minute, en disant non, on ne peut pas prendre cette décision nous-mêmes, il faut qu'Arthur la prenne. Voilà, donc il se retire. Une fois laissé à lui tout seul, avec ses propres pensées, Seward reprend tous ces éléments et se dit, vu que c'est impossible ce qu'il a vu là, il doit y avoir une autre explication. L'explication, c'est que peut-être que Van Helsing est fou et c'est lui qui a déguisé, maquillé, créé tout cela. Et Van Helsing s'en rend compte en fait. Donc il se rend compte qu'il n'a pas à convaincre deux personnes, mais à nouveau les trois. Il doit à nouveau refaire toute cette explication et essayer de les convaincre. Et s'y prendre de la meilleure façon qui soit. Il lui dit tout simplement, vous m'avez fait confiance, vous m'avez appelé ici pour aider cette jeune fille. Elle m'a demandé, parce que la dernière chose que demande Lucie à Van Helsing, c'est prenez soin d'Arthur et veillez sur mon âme. Donc c'est une façon de lui demander de lui donner la paix éternelle par la suite. Donc Van Helsing lui dit, mon jeune garçon, en s'adressant à Arthur,
m'autorisez-vous à aller dans le cercueil de Lucie et lui trancher la tête. Cash, hein. Et là, Arthur, bien sûr, est complètement désamorcé. Quoi? Mais mon Dieu, mais non, mais jamais, mais pourquoi? Il fait, je n'ai pas fini. Mon garçon, me permettez-vous de mettre de l'ail dans sa bouche? Je n'ai pas fini. Parce que bien sûr, l'autre est complètement fou. Je n'ai pas fini. Mon garçon. Puis-je lui mettre un didgeridoo dans le cul et jouer au clair de lune? Mon garçon. Et Arthur, à chaque fois, monsieur! Mon garçon, s'il vous plaît. Puis-je lui retirer les seins pour les essayer sur mon buste, monsieur? C'est littéralement, bon, je caricature, mais c'est littéralement ça, la discussion. C'est Van Helsing qui, sur toutes les étapes de préparation, bon, bien sûr, il passe par une longue phase où il leur explique un peu les horreurs et les limites de la nature et ce qu'on croit, ce qu'on ne croit pas, mais comment expliquer aujourd'hui que des funambules puissent... les exploits humains, en fait. Il leur sort un peu... il fait tout un panel comme ça, toute une sélection un peu comme ça des exploits que ce soit en Inde, que ce soit en Afrique, des contes et légendes en fait. Comment se fait-il, mon garçon, qu'un marin voulant se reposer sous la chaleur étouffante des Caraïbes se réveille, vidé de son sang par une chauve-souris pas plus grande que mon poing, mon garçon. C'est un mauvais moment à passer, mais il se passe, hein. C'est pas non plus dramatique. Mais toujours est-il que, vu qu'il dit qu'il doit la tuer, bah Arthur lui demande, mais du coup ça veut dire qu'elle n'est pas morte? Il lui fait, je n'ai pas dit tout à fait cela, mon garçon, j'ai dit qu'elle était non morte. Mais... est-ce qu'on peut faire pire? C'est incroyable. Pour embrouiller quelqu'un, ce pauvre Arthur, ça devait être les meilleurs moments de sa vie, il aurait pu juste y aller par étapes et annoncer tout cela après. D'abord, accompagnez-moi, puis vous voyez, vous avez compris ce qu'elle est, puis je coupais la tête. Non. Il les terrifie. Ils sont tous horrifiés, ils pensent tous que Van Helsing est un vieux fou malade, en fait. Et donc Arthur le menace, prenez garde, monsieur, prenez garde. Tu vois, il est prêt à lui rentrer dedans. Quincy, Maurice reste un peu sur son compte à soi. Et Van Helsing leur dira, écoutez, je vous propose de venir avec moi, voir par vous-même. Et si, quand vous aurez vu, et que je vous aurai refait la même requête, que vous me la refusez toujours, monsieur, je ferai ce que je suis en devoir de faire pour l'âme de cette Lucie. Et c'est là, en fait, que cet amour qu'ils ont tous pour elle, c'est là qu'il lui dévoile, je lui ai donné mon sang. En fait, je ne suis qu'un vieux médecin qui vient de Hollande. Je la connais à peine, cette meuf. Je suis venu, j'ai donné mon sang, j'ai tout fait pour la sauver. Pourquoi croyez-vous que j'essaierais de vous torturer pour rien? On veut bien croire qu'il a animé de bonnes intentions, mais en réalité, il s'y est pris de la pire des façons qui soit. Toujours est-il qu'ils acceptent de l'accompagner, parce que même Arthur revient un peu sur la décision, il se rend compte quand même que là, en regardant le regard du médecin, il se rend compte que cet homme ne lui veut que du bien. Il dit d'accord, bon, on n'est plus à une folie près, on vous suivra, on verra ce qui se passe. Et donc, ils vont le suivre. Je crois que la veille, parce que je ne sais plus si ce que j'ai dit tout à l'heure est vrai, est-ce qu'il a vraiment obstrué les failles? Parce que moi, c'est ce que j'aurais fait. je ne serais pas reparti en laissant cette Lucie libre d'aller choper d'autres enfants, donc j'aurais empêché. Donc je pense qu'il a empêché Lucie de sortir, mais la veille de la visite, il a tout enlevé pour l'obliger à... parce qu'elle est affamée. Donc pour être sûr qu'elle ira chasser. Comme ça, il pourra bien faire sa démonstration. Donc voilà, il est pragmatique après tout. Ce qui fait que le lendemain, quand les hommes ont décidé de venir le rejoindre, donc ils guettent aux abords du cimetière, ils attendent la dernière cérémonie, la fermeture du cimetière, et là ils vont faire le mur, ils vont refaire le même chemin que Van Helsing et Seward auront fait la veille, pour se retrouver devant un tombeau, pour se retrouver devant un cercueil vide. Et là effectivement Arthur est choqué, et Quincy Morris a une question très logique, il demande juste au professeur, je dois vous poser ces questions, mais est-ce que c'est vous qui avez fait cela? Et là, le professeur lui répond non. Je vous le jure, sur tout ce qui m'est le plus précieux, non. Je comprends vos doutes, mais maintenant, attendez de voir la suite. Donc là, maintenant, ils sortent. Donc ils se rendent compte maintenant que le cercueil est vide. Hein. Ils sortent. Cette fois-ci, il va obstruer à nouveau les interstices à travers le portail du tombeau. Et quand les autres vont lui demander mais qu'est-ce qu'il fait là? En fait, il a une pâte, tout simplement, une sorte de pâte comme ça, qu'il est en train de malaxer avec du pain béni. Ce qui lui crée donc une pâte bénite qu'il met à travers, donc ce qui fait que le vampire ne pourra pas approcher cet espace. Ce qui fait en fait que le vampire ne pourra pas passer à travers ce portail. Et donc là maintenant ensuite ils se planquent et ils attendent. Ils attendent et effectivement ça ne loupe pas. Lucie va revenir avec un enfant dans les bras. Ce qui est d'ailleurs complètement con en fait. Pourquoi Lucie ramène ses proies au cimetière? Elle ne les finit pas de toute façon. Elle est pire que Dracula, elle suce un peu du sang, puis c'est des enfants là pour le coup, ça doit pas être très difficile à vider. Mais elle les suce un peu de leur sang, puis elle les laisse là. Elle les laisse se balader. Pourquoi elle les ramène au cimetière? C'est quoi cette façon de chasser là? Donc Lucie arrive et tombe nez à nez avec effectivement, les trois prétendants et Van Helsing. Alors il me semble que le premier qui se précipite pour l'arrêter, c'est Van Helsing, il me semble, Van Helsing et Seward. Ils voient tous cette forme blanche, en fait, qui promène cet enfant par la main, cette femme en blanc. Et en fait, à quelques mètres de son tombeau, je crois qu'elle s'arrête, et là, elle se penche sur l'enfant, elle le mord, et l'enfant crie. Et c'est ce cri-là qui les réveille, en fait, parce que pour le moment, ils ont l'impression d'halluciner. Ils sont en pleine nuit, ils sont dans un cimetière, planqués à attendre, et là, ils voient une forme blanche qui s'avance comme ça, comme si elle volait. Enfin, donc ils sont un peu tous hypnotisés, en fait. Donc c'est le cri de l'enfant qui les réveille, et qui fait qu'ils viennent à son secours. Donc cette confrontation entre Lucie et ses hommes se fait à l'extérieur du tombeau. Alors que dans le film, en fait, Lucie les surprend dans le tombeau. Il se planque à l'intérieur et en fait Lucie arrive avec l'enfant, elle descend les marches et quand elle arrive, en fait c'est très théâtral, les bougies s'allument, la lumière change, tout cela, elle descend.
Et ces hommes sont là, ils l'attendent. On n'a pas du tout la même impression. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette peur. Je trouvais que dans le film, justement, où ces hommes sont venus pareil pour exécuter Lucie, vu qu'on n'a pas développé l'attachement entre Lucie et ses prétendants, c'est juste une vulgaire chasse à l'homme. Enfin, chasse à la vampire, du coup. Et c'est dans les détails, en fait, ne serait-ce que dans l'ouverture du tombeau. Parce que quand Van Helsing arrive à convaincre donc, toute la team là, de le rejoindre pour voir de leurs propres yeux de quoi il retourne, quand il va essayer d'ouvrir le tombeau, il n'y a que Seward qui l'aide. Les autres se retiennent, parce que c'est outrageux de faire cela. C'est un blasphème presque, en fait, d'ouvrir une tombe comme ça, de profaner une tombe. Alors que dans le film, ils s'y mettent tous, en fait, très rapidement. Allez, on ouvre cette tombe-là, qu'est-ce qui se passe? Ils y vont, quoi. Il est où l'attachement, l'hésitation, la peur, l'interdit, le sacré? C'est incroyable, quand même. Mais le résultat de la confrontation est la même, c'est-à-dire que les autres voient. Ils voient enfin ce que Lucie est devenue. Lucie va leur demander d'ailleurs de les embrasser. C'est comme je disais, un vampire, donc c'est toujours cette sensualité développée chez le vampire. Embrasser dans le sens où elle va les sucer, en fait. Elle va encore une fois, voilà, elle veut leur sang. Mais ce qu'elle leur propose, c'est de les embrasser. Arthur, embrassez-moi. Et Arthur est sur le point de le faire, d'ailleurs. Il est complètement subjugué par cette Lucie. Arthur, qui est peut-être de tous le plus fragilisé émotionnellement à ce moment-là. Donc il va pour se donner à Lucie, en fait. Celui qui interrompt tout cela, c'est Van Helsing avec une croix qui se met entre les deux. Et en fait, Lucie, en voyant cette croix, son visage qui est transformé par la haine et qui se replie. Sauf qu'au moment de se replier, donc on a cette scène supplémentaire dans le livre, elle s'arrête net devant le portail du tombeau. Tout simplement parce qu'il y a ce fameux pain béni qui l'empêche d'accéder. Donc en fait, elle est prise entre la croix de Van Helsing et la porte qui a été bénite. Donc elle ne sait pas quoi faire. Et en fait, Van Helsing profite de ce moment où elle est, donc pour figer les choses. Les événements sont un peu en suspens et il en profite pour demander à Arthur, est-ce que vous m'autorisez à procéder maintenant? Et Arthur n'en peut plus. Arthur lui fera tout simplement, oui, faites. Les autres doivent être sous le choc aussi, mais tout maintenant tourne autour de lui. C'est après tout lui le mari. Ça devait être lui le mari, donc c'est à lui de donner son autorisation. Les autres sont là pour soutenir. Mais ils sont effectivement choqués par ce qu'ils viennent de voir. Leur sentiment envers Lucie s'est transformé. Il s'est transformé quand ils ont vu ce visage lubrique qu'elle n'a jamais eu. Il s'est transformé quand ils l'ont vu attaquer l'enfant et le mordre. Quand ils l'ont vu jeter cet enfant après. Parce que quand les autres l'ont interrompu, elle a jeté l'enfant comme un chien jetterait un os, en fait. Donc, tous ces éléments-là ont fait que, en fait, cette créature, il faut la finir, j'allais dire. Il faut en finir. Mais encore une fois, c'est subtil, mais voilà, leurs sentiments se transforment au fur et à mesure. Dans le film, très rapidement, Quincy Morris, par exemple, va braquer Lucie avec son fusil. Et ça, par exemple, ça ne choque même pas. Alors qu'on se rend compte qu'en lisant le livre, que Quincy ne serait pas capable de braquer Lucie. Pas comme ça, pas si rapidement, pas « Oh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Ouf. Non, l'amour qu'il a eu pour cette créature, pour cette personne, empêche ce geste. Donc Van Helsing va procéder, tout simplement. D'abord, il va retirer cette obstruction qu'il a faite sur le portail, donc ce qui fait que Lucie va pouvoir se glisser à l'intérieur. Donc ils vont voir un des premiers pouvoirs des vampires qui leur est tout de suite visible, c'est-à-dire qu'effectivement, elle passe à travers n'importe quel interstice. Elle se retrouve dans son tombeau tranquillement et Van Helsing va tout reboucher. Ce qui nous fait nous demander est-ce que le vampire est complètement con ou pas. Il se rend bien compte que là, on va l'enfermer en fait. Donc encore une fois, c'est très flou. On ne sait pas s'il est obligé de retourner dans son cercueil ou pas, parce que Dracula, à un moment, n'y retournera plus. Donc d'où vient, est-ce qu'il peut avoir une volonté qui lui permet de ne pas retourner dans son cercueil au lever du jour? Quand est-ce qu'il a ce pouvoir-là? On ne saura pas. On ne saura pas. Lucie retourne sagement dans son cercueil, enfin sagement. Dans le film, elle y retourne, mais en vomissant tout ce qu'elle a de sang à la gueule de Van Helsing, quand même. Ce qui fait que Van Helsing devrait être contaminé, d'ailleurs, dans le film. Quand même. Si un vampire te vomit du sang dans la bouche, enfin, quand même. Parce qu'il en avale un peu, hein, c'est sûr et certain. Donc on voit bien qu'il y a deux Lucie. La Lucie dans le livre est tellement aux antipodes de ce qu'elle est avant d'être vampire, qu'il y a quelque chose de tragique dans ce qui lui est en train de lui arriver et que ce n'est plus la même personne, elle a été pervertie. Dans le film, en réalité, il n'y a pas un gros changement, c'est beaucoup moins flagrant. C'est juste qu'elle était que dans les allusions avant. Elle faisait beaucoup d'allusions, elle ne passait pas à l'acte. En tant que vampire, maintenant, elle passe à l'acte. Maintenant, elle embrasse les hommes. C'est-à-dire qu'elle les suce. Mais elle était déjà cette femme vorace et pleine d'appétit, mais dans la retenue, tout bêtement. Donc c'est juste ça, en fait. Être vampire lui fait sauter le pas. La Lucie, dans le livre, elle, c'était une sainte. C'était une sainte qui a été pervertie par le poison vampire. Donc on a perdu en contraste. La Lucie vivante du film n'est pas si différente de la Lucie vampire du livre. C'est très curieux du coup. Et ce qui fait que quand Quincy pointe l'arme sur Lucie, comme je disais, on est à peine surpris. Alors que le Quincy du livre n'aurait pas pu faire cela. Voilà, donc toujours est-il donc qu'on arrive à la même situation, c'est-à-dire que le vampire est faible devant la croix, sauf qu'on a vu un vampire dans le film faire fondre une croix. Donc encore une fois, l'ensemble des pouvoirs des vampires est assez ambigu. On ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Ça change suivant les volontés de l'auteur, suivant ce qu'il a envie de montrer. Donc Lucie vomit sur la gueule de Van Helsing dans le film. Et ça aurait été génial que Van Helsing se transforme en vampire d'ailleurs. Et en raison donc de ses fiançailles et de son amour pour Lucie, c'est Holmwood qui est sélectionné pour enfoncer un gros pieu dans le cœur de Lucie. Tandis que Van Helsing, lui, s'occupera de la décapiter par la suite. Donc c'est assez solennel dans le livre parce qu'ils ne le font pas le jour même. Ils reviennent le lendemain, habillés tous en noir. Donc voilà, c'est très solennel. Là, dans le film, ils le font sur le moment. À peine est-elle couchée, une fois qu'elle a fini de se vider de son sang, qu'ils l'achèvent. Et la scène est très dure parce que du coup, c'est Van Helsing qui part pour enfoncer le pieu dans son cœur. Parce qu'il retourne le lendemain, elle est couchée, elle dort. C'est le matin, elle dort. Ils enlèvent le couvercle, ils la découvrent, gorgée de sang. Donc
Il y a un sentiment de haine qui traverse dans tous les hommes. Même Arthur veut la mort de cette créature. Et Van Helsing va pour l'achever. Donc on commence d'abord par le pied dans le cœur, mais il va tenir un discours. Il va dire « je peux le faire ». Mais est-ce que c'est vraiment à moi de le faire? Est-ce qu'il ne serait pas plus noble et louable que celui qui l'envoie au paradis, qui libère son âme, soit l'homme qui l'y rejoindra? Voilà, il a le sens de la formule. Et là, bien sûr, tout le monde regarde Arthur. Et Arthur a le courage de le prendre. Van Helsing va l'encourager. Courage, frappez comme Thor. Il lui dira. Comme Thor sur une enclume, du coup. Parce qu'elle ne bouge pas, en fait. C'est une victime qui est offerte, qui ne peut pas se défendre, en fait. Je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose de noble là-dedans. Bon, c'est vrai que peut-être que le courage consiste ici à tuer par amour. Ce qui peut porter à confusion, parce que suivant la lecture qu'on en a, il faut tuer Lucie parce qu'elle s'est émancipée, parce qu'elle est dévergondée, en fait, parce qu'elle suce des hommes la nuit. C'est pour ça qu'il faut tuer Lucie. Donc il faut la ramener dans le droit chemin. Voilà, la femme qui a toujours été pure, sobre. C'est pour ça. C'est pour ça que j'adore cette scène, parce qu'on a ces trois hommes qui lisent des versets, donc je crois qu'ils lisent la Bible, enfin, je sais pas que je crois, ils lisent certainement pas le Coran, ils lisent la Bible, voilà, ils incarnent la droiture de la religion qui s'abat sur l'impie, qui a osé avec son regard langoureux, qui a fauté par le sang, elle a bu le sang. Et donc pour la corriger, ils sont là, ils la pénètrent avec un pied en bois pour extraire de son cœur tout le vice dont il est égorgé. La délivrance, à la fin, son visage apaisé de martyr par la mort, c'est une fatwa, ce truc, c'est un lynchage qu'ils font. Bon, j'exagère, c'est sûr, mais c'est sans doute une lecture moderne de la chose, en fait, qui n'a pas de pertinence pour l'époque. Mais ça fait vraiment bande de puceaux fanatiques qui exécutent une pute. Au lieu de la pureté, son visage était marqué par un voluptueux désir. Et ça, on ne peut pas le pardonner. Et c'est dingue quand même, parce qu'il me semble même que Stewart dira à un moment donné, au lieu de la pureté qu'on lui a toujours connue, son visage était marqué par un voluptueux désir. Ce voluptueux désir justifie que même lui a envie, il l'aurait tué avec plaisir. Donc c'est pas si noble que ça, cette exécution, en fait. C'est malaisant en fait. Quand on le voit comme ça, c'est malaisant. Ces hommes n'acceptent pas cette nouvelle femme qu'elle est devenue. Une femme remplie de désir, qui assume complètement son désir. Et là, ça trahit complètement le côté prude de Bram Stoker, avec sa conception de la femme enfant d'un côté, en Lucie et Mina, et de l'allumeuse de l'autre côté, avec les femmes vampires de Dracula. C'est pour ça que je disais qu'au début, Lucie n'aurait pas pu attaquer les hommes. C'est catin et ça ne va pas. Une fois délivrée, il aurait été quand même souillé à vie, vu que sur ses lèvres, il y a encore le fruit de la succion d'homme. C'est pour cela qu'elle attaque des enfants. Elle n'attaquera ni hommes, et surtout pas des femmes non plus. Les femmes de Dracula, elles peuvent attaquer des femmes. C'est des lesbiennes après tout. Lucie ne pouvait pas attaquer des hommes en utilisant son charme. Car comment sauver son âme si elle avait sucé des hommes? Voilà, c'est ça la question. Donc il fallait qu'il suce des enfants d'abord. Et ensuite, on peut la sauver. Elle est encore propre. Et donc, lorsque l'acte est accompli, nos quatre bonhommes là s'unissent pour rechercher le comte et le détruire. Maintenant, ça y est, maintenant il faut faire payer l'homme qui est arrivé sur l'île pour grand remplacer leur femme. Donc voilà, ils peuvent pas laisser cet acte impuni. Cet homme qui a perverti les femmes douces et... Non mais il y a tellement une lecture où Dracula, c'est un gros pimp qui vient de l'étranger et qui est là, qui dévergonde les femmes sur place. Et donc voilà, on ne peut pas le laisser faire. On ne peut pas le laisser faire. Après tout, pervertir nos femmes, et nos femmes ensuite attaquent nos enfants. On ne peut pas le laisser faire. L'honneur de la nation est en jeu, donc maintenant c'est la chasse à l'homme, donc on va chasser Dracula.